depuis plusieurs années, désormais, une succession de crises de nature différente qui suscitent beaucoup d'inquiétudes auprès des Françaises et des Français, et parfois même, pour reprendre le mot qu'a beaucoup utilisé Cynthia Fleury, qui provoque du ressentiment. S'il n'y avait qu'un seul mot peut-être pour caractériser ce qui est actuellement notre époque, ce serait peut-être le mot de rupture. Les Françaises et les Françaises voient-ils dans cet environnement très incertain que nous connaissons actuellement une opportunité pour changer de vie? Et les transitions, aussi nécessaires soient-elles qui leur sont demandées, les amènent-ils à faire évoluer leur quotidien? Quel est leur rapport au risque? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles a voulu répondre le premier baromètre BPCE Assurance des changements de vie. Quels en sont les grands enseignements? Eh bien, c'est ce que vont maintenant nous dire François Caudet, directeur général de BPCE Assurance, et François Miquet-Marty, président de l'Institut Via Voice, qui a donc réalisé statistiquement, j'allais dire, ce baromètre. François Caudet, qu'est-ce qui a poussé BPCE Assurance, qui est donc le pôle assurance du groupe BPCE, qu'est-ce qui vous a poussé à créer un tel baromètre? Qu'est-ce que vous avez voulu savoir? Finalement, en quoi et pourquoi le quotidien des Français vous intéresse-t-il? C'est exactement la question. Le quotidien des Français, les Français, finalement, c'est nos clients. C'est les clients des banques populaires, des caisses d'épargne. On a un tel nombre de clients que nos clients sont assez représentatifs de la société française. Donc c'est important pour n'importe quelle entreprise, et a fortiori une entreprise comme la nôtre, de comprendre quelles sont les attentes, les inquiétudes, les espoirs, les envies de nos clients, des Français, pour pouvoir adapter nos offres, adapter nos services et être le plus pertinent auprès d'eux. Donc il nous a semblé important dans ces moments de rupture, pour reprendre l'expression, de mesurer, d'essayer de bien comprendre et peut-être de sortir de certains a priori qu'on pouvait avoir en ayant une mesure la plus objective possible de l'état de l'art, des envies et des attentes de nos clients. Alors des surprises, François Miquet-Marty, il y en a quelques-unes, vous allez nous en parler. Reprenons peut-être le thème du baromètre, les changements de vie. Est-ce que justement les Français sont prêts à changer de vie ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tous les deux. En effet, ce qui est très frappant à la lecture des résultats de manière globale, c'est l'idée d'un changement de vie souhaité, mais de manière, on va dire, relative. C'est-à-dire, très concrètement, on a 86% des Français qui déclarent avoir envie de changer quelque chose, mais lorsqu'on creuse un peu, un tiers seulement déclarent avoir véritablement envie de changer beaucoup de choses. Donc, ça fait beaucoup réfléchir parce que, souvenons-nous, au début de la pandémie, en 2020, on avait cette idée à la fois d'aller vers un autre monde, on évoquait le monde d'après, et puis tout ça a été enrobé d'une préoccupation très forte sur les questions climatiques, environnementales, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. On découvre au fond une situation qui est très éloignée de celle que l'on évoquait à l'époque. Il s'agit davantage de changer des choses dans sa vie plutôt que de changer de vie de manière globale. Donc changer, on pourrait dire, à la marge, et puis on va voir que les aménagements sont très particuliers, mais assez éloignés aussi des idées, des ambitions qui pouvaient prévaloir il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que les Français aimeraient d'abord changer dans leur vie? Et je crois que c'est déjà une première surprise de ce baromètre. Oui, les éléments sont très concrets. Les changements portent sur les loisirs, 52%, le rythme de vie, 37%. En général, il s'agit plutôt de ralentir le rythme de vie plutôt que de l'accélérer. Le logement, 36%. Donc ce sont là les priorités souhaitées en termes de changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on souhaite au fond aménager sa vie quotidienne, avoir peut-être une meilleure qualité de vie, passer une partie du week-end à faire autre chose, réaménager un peu son intérieur, son chez-soi. C'est d'une certaine manière une révision de la vie quotidienne dans ses aspects les plus personnels, les plus familiaux, avec ses proches. Donc on n'est pas du tout sur une thématique du grand soir. On parlait tout à l'heure de la pandémie, ça n'est pas 1968, c'est pas 1980, il ne s'agit pas de changer la société, il s'agit au fond de changer sa propre existence sur un certain nombre de points particuliers, donc changer dans sa vie plutôt que de changer de vie. Et ces changements, finalement, vous venez déjà un peu de le dire, concernent surtout la sphère individuelle et pas tellement, finalement, le collectif. Oui, c'est très frappant. Et ce sont donc des changements très particuliers qui ont davantage vocation pour une grande partie des personnes que nous avons constitué un échantillon de 2000 personnes. Donc on a un échantillon assez conséquent et la capacité aussi à affiner par public, par catégorie de population. Ce qui est très frappant, c'est que ce sont des changements souhaités le plus souvent
pour rassurer, ce sont des changements protecteurs, ce sont des changements dans lesquels on a envie de se sentir mieux. Donc il ne s'agit pas de tout changer pour tout bouleverser, mais il s'agit au fond de préserver des choses, c'est-à-dire de préserver dans le changement une part de sécurité, de plaisir, de bien-être, de confort. Ça fait écho à une situation qui est très forte aujourd'hui, qui est gouvernée par des inquiétudes sur l'avenir extrêmement importantes. On a aujourd'hui plus de 60% des Français qui estiment que la situation de la France sera moins bonne dans les années qui viennent, que leur situation personnelle elle-même sera peut-être moins bonne dans les années qui viennent qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc dans un contexte qui est un contexte général d'inquiétude, d'incertitude sur l'avenir, on a plutôt besoin de réconfort plutôt que d'aventure. Donc oui, ce sont des souhaits de changement, mais ce sont des souhaits de changement réconfortants plutôt que des souhaits de changement de grande rupture. Alors il y a une grande rupture, en tout cas il y a une grande transition qui est au cœur de tous les débats en ce moment. C'est évidemment le grand défi, le grand enjeu écologique. L'enjeu de la sobriété, qui est ce mot que l'on entend dorénavant de plus en plus régulièrement. On lit très souvent, ou on entend ici ou là, que les Françaises et les Français ont parfaitement intégré cette préoccupation dans leur quotidien. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au travers de ce baromètre? Alors là aussi, on a des résultats qui sont assez à contre-courant de ce que l'on entend parfois. Vous évoquez les opinions couramment entendues. Et c'est vrai que, bien sûr, la thématique climatique, environnementale est très présente. Ça fait partie aujourd'hui des principales préoccupations des Français, donc il ne faut pas la négliger. Mais dans sa vie à soi, ce qui prévaut, ce sont malgré tout les questions matérielles, les questions financières. Pour le dire simplement, et je donnerai quelques exemples, pour le dire simplement, on est prêt à se préoccuper, à changer une partie de sa vie sur des questions climatiques environnementales pour être plus vertueux en la matière, mais à condition, d'une certaine manière, qu'on ait les ressources pour le faire et aussi peut-être qu'on ait un gain financier dans la démarche. C'est-à-dire qu'il s'agit davantage d'un couplage entre l'idée d'une transition écologique qui soit portée, accompagnée par des bénéfices ou des perspectives intéressantes sur le plan matériel et pas du tout ou rarement l'idée de sacrifice. Pour vous donner quelques exemples concrets, alors d'abord sur la question des mobilités, oui. On a aujourd'hui les 3/4 des Français qui continuent pour leur vie quotidienne, pour leur déplacement du quotidien, à être en mobilité en voiture, avec leur voiture personnelle. Ensuite viennent les transports en commun, la marche à pied, etc. Puis quand on leur dit, est-ce que si vous changiez, quels devraient être au fond, les leviers de ce changement, qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer? Alors, tenons-nous bien, 43% disent qu'ils seraient motivés si ça fait un gain en termes de pouvoir d'achat. Et puis, deuxièmement, à 25% s'il y a des aides de l'État, des incitations financières. Tout ça fait quand même un énorme ensemble de Français qui se disent changer, pourquoi pas, avoir des comportements plus vertueux en matière climatique, environnementale, pourquoi pas, mais à la condition que ce soit sous-tendu par des considérations financières quand même très tangibles. De la même manière pour leur épargne, finalement. Ce qui nous dit, c'est OK pour une épargne, pourquoi pas verte ou environnementale, mais c'est quand même pas ça que j'attends d'abord de mon épargne. Exactement. C'est l'une des... Alors, on peut dire l'une des surprises aussi en regard du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Les souhaits en matière d'épargne sont d'abord en faveur d'une épargne qui soit rentable, au fond, qui génère de l'argent tout simplement, et puis aussi qui soit pérenne. On a de plus en plus de gens qui disent on souhaite continuer à épargner pour les mois et les années qui viennent. C'est une situation dans laquelle, là aussi, qui est éclairée aussi par l'ampleur des incertitudes. Au fond. Dans un contexte où vous pouvez vous dire que vous accordez beaucoup de liberté, si votre situation est relativement aisée, si vous avez des ressources d'une certaine manière, et si l'idée du risque n'est pas trop compromettante. C'est-à-dire si vous dites qu'au fond, l'avenir sera meilleur. Mais si vous avez des ressources qui vous semblent en difficulté, et nous avons tous en tête, bien entendu, les questions d'inflation qui sont extrêmement prévalentes aujourd'hui, donc j'en peux se dire, l'inflation va continuer à augmenter, donc les perspectives peuvent être inquiétantes, et puis la situation de chacune et de chacun n'est pas nécessairement assurée. Donc ça conduit, en effet, à privilégier l'épargne, ce qui est là aussi une surprise, puisque au fond, on a, depuis le début de la pandémie, François Côté en parlera beaucoup mieux que moi, mais une épargne qui a quand même beaucoup progressé, le bas de laine des Français s'est quand même maintenu, et voire a progressé de manière très significative. Il s'agit encore de préserver ça et de pouvoir avoir des ressources pour l'avenir. Donc on est plutôt, là encore, dans un changement qui nous conforte, qui nous préserve des risques de l'avenir, plutôt que d'un changement qui serait un changement de grande transformation. C'est peut-être un sujet, pour nous, banquiers et assureurs,
assez majeur, hein, parce que ça veut dire que notre rôle doit être aussi de permettre aux Français de pouvoir verdir leur comportement dans des conditions économiques acceptables. Donc il faut vraiment qu'on intègre ça et se dire, je reprends l'exemple de l'épargne que vient de citer François, quel produit d'épargne on peut proposer qui soit avec un niveau de liquidité, de risque, de rentabilité qui sont les inducteurs classiques de l'épargne satisfaisants, et comment nous, on peut y injecter une couche ou un verdissement de cette épargne, mais sans oublier effectivement que les moteurs principaux sont dans l'ordre, je crois que c'était la liquidité, la sécurité et le rendement, et dans cet ordre-là. Et c'est extrêmement important pour nous de ne pas avoir une vision trop angéliste en disant finalement tout le monde est prêt à sacrifier sa rentabilité, son économie personnelle pour le green. Donc il faut rendre ce green, cet écologisme acceptable et supportable par l'ensemble des Français. Je crois que c'est un gros challenge sociétal et où nous, on a un rôle à jouer absolument. D'une manière générale, ce que l'on ressent aussi dans le baromètre, François Miquet-Marty, c'est justement cette question du pouvoir d'achat. Elle est finalement toujours présente dans chacun des thèmes que vous avez pu étudier. Oui, alors la question du pouvoir d'achat qui est désormais depuis 1 an et demi, la première préoccupation des Français, qui continue à progresser. On parlait tout à l'heure des tensions sur l'inflation, c'est vrai que c'est quelque chose qui amplifie encore les incertitudes, les risques. Pour vous donner un exemple sur les questions de consommation, on a beaucoup de Français aujourd'hui qui estiment que 58% qui n'ont pas envie de changer de pratique de consommation parce que l'élément fondamental de leur comportement, c'est plutôt la manière de dépenser le moins possible, de pouvoir contrôler les usages. Autrement dit, sur tous les registres, nous avons, dans le cadre de cette enquête, exploré tous les registres de la vie quotidienne des Français, la santé, les mobilités, le travail, le lieu de vie. Bien sûr, tous ces registres, c'est bien l'élément principal qui prévaut aujourd'hui. Ça s'inscrit aussi, on voit bien à quel point les intentions et les visions sont mobiles et fluctuantes au cours du temps. D'ailleurs, on a eu, bien sûr, la période de la pandémie. Aujourd'hui, on est dans un nouveau contexte. La question de l'inflation est très importante. Et probablement, si la situation évolue aussi, si la question climatique devient de plus en plus prépondérante, énergétique, dans les mois ou les années qui viennent, les choses pourront encore évoluer. Donc on est, au fond, sur des comportements, des attitudes, des aspirations qui sont en partie structurelles, mais qui sont aussi gouvernés par des éléments d'actualité très, très importants. Il faut quand même préciser aussi que l'enquête a été faite avant le pic d'inflation. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va suivre dans le temps, parce que la déformation des résultats en fonction de l'évolution conjoncturelle, ukrainienne ou inflation en ce moment par exemple, pourrait être assez intéressant à suivre. Et probablement que ce besoin de sécurité exprimé par François tout à l'heure va être encore plus fort si on refaisait les études aujourd'hui. Donc c'est aussi un point qu'il faudra nous suivre de très près, et ce sera l'intérêt de ce baromètre aussi dans sa durée. Alors vous venez de parler de sécurité, parlons protection justement. Et là aussi c'est peut-être une surprise, on a demandé aux Français finalement sur qui ils comptaient pour les protéger. Et leur réponse a été plutôt assez surprenante, après justement tout ce que nous venons de vivre. L'épisode évidemment Covid, l'épisode inflation, que vous ont-ils répondu, François ? Très concrètement, aujourd'hui, on a 45% des Français qui estiment qu'il faut d'abord compter sur soi pour se protéger. Alors, c'est vrai en matière de santé, 47% citent le rôle de l'État. Ce sont des scores qui font beaucoup réfléchir. Parce qu'au fond, le rôle de l'État-providence, le quoi qu'il en coûte pendant la période de la pandémie, a pu donner le sentiment que l'État était le protecteur ultime pour chacune, pour chacun, face à tous les aléas de la vie. Parce qu'on se tourne très régulièrement vers l'État. Et par ailleurs, on se tourne de plus en plus régulièrement vers l'État. Mais, alors je pense qu'il faut peut-être s'attarder 2 minutes sur ces scores, parce qu'ils appellent à la réflexion. Je pense qu'il ne faut pas les interpréter comme une conversion soudaine à un libéralisme économique qui ferait que chacun deviendrait l'alpha et l'oméga de sa propre existence. C'est plutôt au contraire. Et de manière assez paradoxale, le sentiment aussi des limites de l'État. Il y a bien sûr la question de l'endettement public qui est de plus en plus présent en termes d'opinion, où les gens se disent, au fond, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir dépenser comme ça ? Et puis la question de la performance, tout simplement. Il y a eu toute une série de débats, bien entendu, pendant la pandémie, en disant, mais est-ce qu'au fond l'État a bien fait ? Est-ce qu'il est en mesure de bien agir au bon moment, etc., etc. Et donc émerge cette idée. Alors 47%, c'est beaucoup, de Français qui estiment que l'État, mais 45% sur soi, c'est-à-dire 45% se disent au fond sur soi et sur les proches. Donc émerge cette idée que, d'une certaine manière, on n'est jamais mieux protégé que par soi-même et par ses proches. Et surprise dans la surprise, si l'on peut dire, ce sont souvent les personnes les plus en difficulté, les plus modestes,
qui estiment qu'il faut d'abord compter sur soi. On pourrait dire, au fond, tiens, ce sont les personnes les plus modestes qui, au contraire, ont besoin du soutien de l'État, ont besoin de la puissance publique pour les aider. C'est la finalité première de l'État-providence. Là, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est comme si, au fond, on avait, pour une partie des Français, un sentiment d'insuffisance de l'État et la nécessité reconnue qu'il est nécessaire de se prendre en charge soi-même, avec ses proches, avec des tiers de confiance. Et ça s'inscrit aussi dans un contexte où, après la pandémie, alors ça aussi c'est l'un des éléments de réflexion assez forts, aujourd'hui on a davantage de Français qui estiment que c'est le rôle des entreprises d'agir pour l'intérêt général, pour la société, pour la protection de l'environnement, etc., plutôt que du rôle de l'État. Donc, paradoxalement, pour résumer, après cette période assez massive, voire très massive, d'engagement de l'État avec le principe du quoi qu'il en coûte, on assiste à des doutes, voire une remise en cause du rôle de l'État dans la vie personnelle de chacune et de chacun. Et en tout cas, on attend de l'État qu'il soit efficace, du coup. Efficace, exactement. Au fond, et tout ça se tient assez bien, c'est l'idée du caractère imprescriptible, du caractère presque d'urgence des éléments de réassurance auxquels on aspire. Et au fond, on préfère faire appel à des tiers de confiance réels, à des partenaires, à des proches, à des entreprises, dont on sait qu'ils vont être performants dans le soutien. Et au fond, quand vous vous sentez exposé à des risques, bien l'idée que l'acteur qui va subvenir à vos besoins n'est peut-être pas tout à fait digne de confiance dans la performance, fait que vous vous éloignez de cet acteur. Donc en effet, on se retourne de plus en plus volontiers vers des collectifs, des acteurs, des proches dont on sait qu'ils sont là au bon moment et qui peuvent agir de manière efficace. D'où l'idée de la confiance qui est très importante dans ces circonstances. Faire confiance est fondamental pour pouvoir se prémunir des risques et pouvoir escompter une performance dans l'action. Ça vous parle, ça, François Caudet? Et puis juste une petite réflexion, enfin, quand on fait le point avec ce qu'a dit François au départ, en disant finalement les attentes, les espoirs des Français sont quand même assez individuels, mes loisirs, mon logement, etc. Il y a une abondance de moi et moi. Exactement, très hédoniste. Et puis, d'un autre côté, j'ai confiance, pas forcément dans l'État, mais dans ma sphère rapprochée, privée. On voit bien qu'il y a quand même un mouvement d'individualisation, de sphères plus étroites, et que les grands projets de société, qui auraient pu être mai 68, ou des grands projets d'évolution sociétale ou de confiance dans l'État, dans la structure de grandes envolées collectives, sont un peu derrière nous. Et qu'on est vraiment à un retour, probablement dans une période un peu trouble, où on a besoin effectivement de cette rassurance de proximité, de créer le cocon familial chez soi, et je compte sur mes voisins, enfin c'était ma famille, mes voisins, et puis éventuellement mon entreprise. Je trouve que c'est un moment très intéressant, effectivement, surtout au moment où l'État finalement n'a probablement pas joué un rôle aussi important depuis très longtemps, que ce soit auprès des entreprises ou auprès des particuliers, avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Je ne sais pas si c'est inquiétant ou intéressant. C'est intéressant de toute façon. Est-ce que c'est inquiétant sur l'avenir de nos sociétés? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte aussi à une polarisation forte, voire à des populismes? Je trouve que ce mécanisme d'individualisation et de raccourcissement des cercles est quand même assez intéressant à observer. Ouais, vous citiez mai 68, l'un des slogans, c'était « Jouissons sans entrave ». Oui, mais là, on aurait pu sous-titrer un peu ce baromètre comme ça. Mais sauf que là, en plus, c'est très individuel. Ouais. Ou en tout cas de petites collectivités. Ce qui est un peu différent. Ouais, et si je peux me permettre, c'est une jouissance dans un cadre protégé, ce qui n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais on a des grandes fluctuations historiques d'ouverture, de mondialisation, et puis ensuite de protectionnisme. Là, aujourd'hui, 60% des Français estiment que la mondialisation est une menace. Donc, c'est le premier. On a au fond un entonnoir de protection, protectionnisme, mais aussi référence à ma région, à mon lieu de vie, à ma famille et à mon chez-moi de manière ultime. Donc vous voyez, vous avez une cascade, quasiment un entonnoir d'éléments de protection qui sont de plus en plus importants. Ça renvoie un peu au sujet de l'archipel français. C'est aussi, bien sûr. Donc, ils sont quand même des évolutions sociales fortes. Revenons justement sur l'idée de protection. François Miquet-Marty, finalement, vous nous avez dit que l'entreprise doit avoir un rôle de plus en plus politique. On lit même parfois que l'entreprise peut devenir une entreprise providence. Ça vous parle, ça, François Caudet, notamment en tant qu'assureur, pour le coup? Bien sûr, ça nous parle.
Puis en plus, nous faisons partie d'un groupe coopératif, donc c'est pas totalement neutre. Hein. Ça veut dire quand même que notre capital, notre raison d'être, c'est de servir nos sociétaires, nos clients. Donc la finalité de notre groupe, de notre entreprise, c'est d'apporter un service aux clients. Et pas forcément, et c'est un autre modèle et qui n'est pas critiquable, c'est juste un autre modèle, mais c'est pas forcément de créer de la valeur pour un actionnaire, mais c'est bien de créer de la valeur pour pouvoir continuer à servir des clients, des sociétaires. Et je pense que ça aussi, c'est un point extrêmement important. Alors, ça renvoie aussi à cette masse, ce nombre très important de clients, de sociétaires. C'est aussi une forme de collectif, qui a une autre forme de collectivité, de mutualisation, de mise en commun. Hein. La coopération, c'est bien de la mise en commun de moyens pour le bien collectif. Donc forcément, ça nous renvoie. Et puis après, l'assurance, fondamentalement, c'est un métier de mutualisation. Oui. Donc c'est l'essence même de l'assurance. Donc ça, on pourra peut-être y revenir, mais s'il n'y a pas de... Enfin, l'assurance, c'est de se dire, finalement, sur des sinistres un peu extrêmes, où mes voisins, c'est bien gentil, mais ils n'auront pas forcément les épaules assez larges, donc on va élargir le cercle beaucoup plus, mais à des gens que j'ai, entre guillemets, choisis, mais avec des gens, des structures que j'ai choisies, contrairement à l'État, et c'est peut-être aussi ça qui est très différent. Et donc c'est un effet de mutuation, et peut-être avec une confiance un peu différente, parce que le client l'a choisi. Donc il y a une démarche volontariste qui n'est pas forcément la même que la perception de l'État, où finalement, on n'a pas... On l'a choisi en tant qu'électeur et que citoyen, mais c'est un choix beaucoup plus indirect. Il y a aussi une notion, François Caudet, que François Miquet-Marty a évoquée, c'est celle de tiers de confiance. Ça aussi, ça doit vous interpeller en tant qu'assureur. Bien sûr. De toute façon, mais en tant que banquier et en tant qu'assureur, c'est la clé de nos métiers. C'est-à-dire, pour être très pragmatique, qui paierait sa prime d'assurance s'il n'était pas convaincu que le jour où il en aura besoin, l'assureur sera là et n'aura pas fait faillite, ou que l'assureur lui rendra ses fonds sur son placement d'assurance vie le jour où il devra partir à la retraite. Donc évidemment, on est un tiers de confiance. Alors d'abord c'est une fierté, parce que quand des millions de Français vous font confiance, on peut en être fier, mais c'est aussi et surtout une grande responsabilité. C'est un engagement. C'est-à-dire que c'est un engagement, mais... C'est un engagement au-delà de notre entreprise. C'est-à-dire quand on a un groupe aussi puissant et étendu que le nôtre, et qu'on gère plusieurs milliards d'actifs, etc., ça donne une vraie responsabilité sociétale vis-à-vis de nos clients. Bien sûr, on a le devoir on ne peut pas jouer avec leur épargne, on ne peut pas jouer avec leur retraite, on ne peut pas jouer avec leurs projets, on ne peut pas jouer avec la sécurisation de leurs projets quand c'est de l'assurance dommage. Et puis ça nous donne aussi une responsabilité sociétale sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent, comment on l'investit. Je reviens un peu sur le sujet du verre. Hein. Par contre, on a nous aussi ce devoir d'orientation. Donc c'est une confiance dont on est fier, mais une confiance qui nous oblige, mais qui est, je vais dire, notre capital, pas au sens comptable du terme et des ratios de solvabilité, mais notre capital principal, c'est certainement cette confiance. Oui. Vous l'avez dit, les Français sont prêts à prendre un risque, mais très mesuré, très mesuré. En quoi un assureur, un banque-assureur qui plus est, ou un banque-assureur coopératif peut-il contribuer à rendre le risque acceptable? Alors le risque, on le rend acceptable justement en le mutualisant. En le mutualisant, donc en rendant le risque qui est théoriquement un risque unitaire en un risque statistique finalement pour les clients qui payent par sa prime d'assurance. Prendre un exemple un peu facile. Quel Français pourrait investir plusieurs années de salaire dans une maison s'il n'était pas assuré? En fait, il n'y a pas grand monde qui prendrait le risque. Donc, s'il n'y avait pas d'assurance, il y a beaucoup d'investissements qui ne pourraient pas se faire parce que les gens ne pourraient pas prendre le risque, et c'est toute une économie qui se gripperait. Donc la mutualisation du risque, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, quand il y a un risque, on voit bien que quand le risque monte, la tendance un peu naturelle, c'est de se protéger, de se rétracter, passez moi l'expression, mais de rentrer un peu dans la coquille. Donc si tout le monde fait ça, l'économie, la société ne fonctionne plus. À partir du moment où l'assurance, en répartissant le risque sur une très grande masse, le rend statistiquement acceptable, elle permet aux acteurs économiques, aux particuliers mais aussi aux entreprises, de continuer à investir dans un environnement en se disant si jamais il y a un mauvais coup, on le partagera ensemble et donc on peut continuer à avancer. Donc notre rôle économique et macroéconomique, c'est de permettre aux acteurs de pouvoir mener des projets avec un niveau de sécurité et de confiance dans l'avenir qui leur permet justement, malgré un environnement qui est ce qu'il est, de continuer à avancer et de ne pas être complètement bloqué. Et puis c'est aussi un rôle presque d'égalité des chances au sens un peu large. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple, si vous êtes d'une famille extrêmement aisée, etc., vous pouvez prendre le risque d'acheter une maison en disant si elle brûle, il
y a mes parents, il y a mes grands-parents, etc. Si vous êtes d'un milieu plus classique ou plus modeste, vous ne prendrez pas le risque. Donc cette répartition des risques via l'assurance permet à un nombre plus important d'acteurs économiques de pouvoir prendre des risques. Sinon, ça aurait été réservé à ceux qui ont la capacité de l'assumer tout seul, ce qui est relativement inégalitaire. Alors, ce premier baromètre donc, a été réalisé entre mai et juin de cette année. Y en aura-t-il un autre? Y aura-t-il une deuxième édition de ce baromètre? Oui. Alors, en fait, ce baromètre, comme c'est le premier, c'est une photo. Alors, qui nous a déjà dévoilé quelques surprises, notamment, je reviens sur le rôle de l'État, etc. Donc on en tire les enseignements que vient d'expliquer François. Ce qui va être intéressant, c'est de voir maintenant comment ça évolue, à la fois en fonction des mouvements sociétaux. Est-ce que, par exemple, les sujets climatiques, dans la priorité des choix, vont monter ou pas? On verra bien, mais ce sera intéressant à suivre. Comment ça va évoluer aussi en fonction de l'environnement. L'environnement macroéconomique, sociétal, voilà, on a tous en tête en ce moment les sujets du climat qu'on avait, de l'inflation, on verra bien, de l'Ukraine, dont on espère que quand on fera le prochain baromètre, on ne l'aura plus, mais on peut craindre qu'on l'ait encore, puis peut-être d'autres. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment les attentes des Français, leur appétence au risque ou leurs envies de changement, d'évolution, justement évoluent en parallèle des grands mouvements sociétaux. Donc la photo est intéressante parce qu'elle nous a mis en évidence certains points sur lesquels on était peut-être moins vigilant qu'on l'aurait été avant, moins sensible. Et puis maintenant, on va le faire, je pense, annuellement pour pouvoir mesurer et essayer de comprendre en quoi les attentes des Français évoluent en fonction notamment de l'environnement dans lequel nous vivons. Et depuis mai-juin, vous avez déjà un peu senti les choses évoluer, François, dans les enquêtes que vous menez par ailleurs? Oui, très clairement. Enfin, depuis mai-juin, ce qui prévaut de plus en plus, c'est l'idée précisément d'inquiétude face à l'avenir. Et inquiétude, surtout, on pourrait mettre un grand S à la fin d'inquiétude, inquiétude sous toutes ses formes. Incertitude au pluriel et inquiétude au pluriel. Exactement, ouais, incertitude et inquiétude. Donc il y a deux sujets de réflexion qui sont majeurs. D'abord, la question, François l'évoquait tout à l'heure, de la capacité aussi à quand même à avoir une société qui accepte le mouvement aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 58% dans notre enquête, 58% des Français estiment que nous sommes dans une société, dans une France qui n'incite pas beaucoup à la prise de risque. Bon. Donc, il y a la question de l'accompagnement qui se pose, et précisément sur ce point-là, et je pense que c'est le deuxième aspect qui est intéressant, sur l'ensemble des thématiques que nous avons abordées, beaucoup de gens disent, au fond, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre sur la question des finances. Quand bien même j'ai envie de changer, et pour autant que je le puisse, j'ai besoin d'une certaine manière d'accompagnement. C'est-à-dire, au fond, comment pouvoir précisément agir si j'ai envie de le faire. Et c'est là, en effet, qu'il y a une réflexion sur les tiers de confiance que vous évoquiez tout à l'heure, qui puissent être utiles pour tous, d'une certaine manière, permettre à la fois à celles et ceux qui le souhaitent de se sentir en confiance par rapport à l'avenir, mais tout au moins, néanmoins, de pouvoir aussi agir et de réaliser les ambitions de transformation auxquelles ils aspirent. Tous les résultats de ce premier baromètre sont en ligne. Vous pouvez évidemment les consulter. Merci François Caudet et merci beaucoup François Miquet-Marty. Merci.